everything I did to you, to you, to you. Stuck in the middle of loneliness, stuck in the middle of pathetic mess. I did so many things on purpose just to hurt you, and now I'm feeling so much regret for putting you through so much stress. I'm such a difficult case for you, for you. Thank God you don't remember all the things I did. Thank God you don't remember everything I said. Thank God you don't remember all the things I said to you. All the stupid things I said to you. Ba-da-da-da-dum-dum-dum. To you. Ba-da-da-da-dum-dum. To you. Ba-da-da-da-dum-dum. All the stupid things I Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je laisse les derniers s'asseoir. Quelques mots d'introduction. Déjà, évidemment, pour vous remercier d'être présent ce soir à The Camp. On est très heureux de vous accueillir sur cet événement CJ de Market Invaders avec tous les partenaires qu'on a agrégés autour. Vous le savez, depuis quelques semaines, quelques mois, on essaye d'instaurer une nouvelle dynamique dans The Camp. Une dynamique vraiment d'accélération technologique avec des réels bénéfices clients. Ce soir, on a décidé, grâce à toi, de faire une présentation autour des enjeux du e-commerce et des outils de système d'information. Et donc, c'est une thématique, évidemment, qui est absolument essentielle, absolument clé, à la fois pour notre territoire, dans le développement de nos entreprises, dans l'utilisation des outils et des outils digitaux qu'on a tous à notre disposition, mais qu'on n'utilise pas forcément. Et puis, dans la compréhension des enjeux de cette chaîne de valeur, dans lequel, effectivement, on a une partie visible de l'iceberg et puis tout un tas de briques qui viennent derrière fabriquer, construire et développer la croissance des entreprises. Le e-commerce, vous le savez, je ne vais pas trahir de chiffres, c'est une croissance de l'ordre de plus de 15% par an. C'est une capacité aujourd'hui d'une vente sur deux qui se fait quasiment sur le mobile. C'est évidemment quasiment 140-150 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et pourtant, ça représente encore une infime part du marché. Je crois que c'est de l'ordre de 15 à 20% du marché retail qui est aujourd'hui accessible en e-commerce. Donc si on prend 15% avec 150 milliards, on est sur un marché de 1000 milliards sur lequel il y a encore évidemment pléthore de développement, pléthore de sujets à faire. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, un contenu qui est très, très intéressant. Évidemment, on vous donnera à manger et à boire comme ça m'a été demandé à la fin. Je te surveille, je t'ai dit de bien écouter. Et à côté de ça, n'hésitez pas à rendre le sujet interactif, à poser des questions, à venir échanger avec l'ensemble des participants. Ce projet, il a été organisé depuis maintenant plusieurs semaines avec un souci du détail sur la qualité de ce qui va vous être présenté ce soir et sur une imbrication de sujets avec un point d'enjeu majeur qui est la compétitivité. L'enjeu majeur, c'est comment distribuer, comment accélérer, comment déployer dans le monde du e-commerce, dans le monde des marketplaces, avec un contrôle évidemment qui est le contrôle du système d'information, des outils de logistique et tout ce qui construit ce secteur un petit peu atypique. Et donc je vous souhaite de prendre bien du plaisir parce que, encore une fois, cette conférence a été travaillée. Elle sera enregistrée, donc on la rediffusera évidemment chez Made in Soft, évidemment sur les différents réseaux sociaux. Et donc un grand merci d'avoir mené ce projet à bout. Et puis un grand merci à vous d'être là ce soir. Merci. Merci Kevin. Bonjour à tous. Alors je me présente, je m'appelle Vincent Auger, je suis CEO et cofondateur de Market Invaders. Je suis ravi de vous accueillir dans ce lieu emblématique qui pour moi est un peu l'emblème de la tech dans notre région. Merci d'être venus aussi nombreux malgré le temps. Aujourd'hui, on va parler de transformation digitale, d'omnicanalité. Ce sont des concepts ou des buzzwords qu'on va prendre le temps de définir parce qu'on pense que c'est important. Beaucoup de gens les emploient. On va aussi parler des tendances du e-commerce et Kevin en a parlé tout à l'heure un petit peu déjà.
Et on est aussi là pour vous présenter des solutions pragmatiques qui ont été créées par Cegid et par Market Invaders pour que nos clients gagnent en productivité, pour que nos clients gagnent en chiffre d'affaires et trouvent des nouveaux relais de croissance. Et comme rien ne vaut finalement un cas concret, on vous a présenté un témoignage d'un de nos clients qui illustre tout ça très très bien. Et vous verrez, ça vaut le détour, c'est une vidéo qui va être diffusée tout à l'heure. Et une petite histoire sur la genèse, effectivement, si on est là aujourd'hui, c'était une discussion qu'on a eue avec Kevin Polizzi, également avec l'équipe de Cegid. Et l'objectif, c'était de réunir des marques et des distributeurs de la région dont vous faites partie pour parler de tous ces sujets, pour pouvoir créer une synergie autour du e-commerce. Et comme on voulait que vous ayez des réponses à toutes vos questions, on a rassemblé des spécialistes de chacun des sujets. Et c'est pour ça que je suis personnellement très fier aujourd'hui que nous ayons réussi à rassembler ces partenaires que vous voyez ici, en commençant par bien sûr Cegid, avec qui nous organisons la présentation, mais également Cdiscount, qui sera là pour parler pour répondre à toutes vos questions liées au marketplace, DPD pour répondre à vos questions liées au transport, aux expéditions. On a également le groupe ASD, qui est un cabinet fiscaliste qui va être capable de répondre à vos questions liées à la TVA ou aux droits de douane. Et puis enfin, Synertic, qui est le spécialiste de la création d'applications smartphones et tablettes. Voilà, au niveau du déroulé de la soirée, donc il y a une première partie avec une présentation co-animée par Cegid et Market Invaders. Effectivement, il y aura un petit temps pour que vous puissiez poser vos questions, donc n'hésitez pas, il y a des micros qui vont vous être distribués. Et puis après, on va pouvoir discuter de tout ça pour suivre les discussions lors d'un cocktail dînatoire. J'ai déjà discuté avec certains d'entre vous, donc n'hésitez pas, le but c'est bien d'échanger de manière transverse. Voilà, je crois que c'est maintenant le temps pour moi de passer la parole à Jean-Baptiste Ozou de Cegid. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente soirée. Kevin, Vincent, merci beaucoup pour l'accueil. On est hyper content d'être là, surtout qu'on nous avait dit qu'il ferait beau. Donc on avait dit, venez, vous allez voir, ça va être génial. On va avoir du beau temps, il va y avoir des gens sympathiques. Donc les gens sympathiques, visiblement, on les a, mais pour le beau temps, Vincent, je crois qu'on repassera, non ? Ah oui, ok, on repassera. Alors, je sais que vous attendez avec impatience le cocktail. Néanmoins, on va vous embêter un petit peu, non ? Non, d'accord. Donc, néanmoins, vous vous embêtez un petit peu quand même au départ. Mais comme l'a dit Vincent, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Soit on le fait pendant, soit on le fait à la fin. Mais pour nous, en tant qu'animateurs, plus ce sera interactif, plus ça peut être sympathique. Donc, surtout, n'hésitez pas. Alors, Vincent l'a déjà abordé un peu. On va animer cette soirée-là avec Vincent, avec Alexis également de Market Invaders qui va nous présenter une partie de l'opération de la soirée. Norbert qui va m'accompagner sur un certain nombre d'éléments liés au marché. Et puis on accueille aussi Guillaume d'Apsia qui nous fera la présentation de Training Series, qui est le client qui regroupe Cegid, Market Invaders et Apsia en fin de présentation. Alors, l'agenda, mais peut-être avant l'agenda, pourquoi on a fait cette opération-là, hormis l'introduction de Kevin sur l'importance du marché? Mais parce que aussi, on entend beaucoup de choses autour de la transformation digitale. On entend beaucoup de choses autour de l'agilité et des systèmes d'information, qu'ils soient financiers ou commerciaux au sens large. Et avec Norbert, on a fait quelques opérations, quelques sondages. On a interrogé des entreprises pour savoir ce qu'il y avait réellement dedans et comment on était capable de le traiter. Donc l'agenda, on reviendra sur les enjeux de la transformation digitale avec Norbert. On regardera tout ce qui est ERP Cloud et on va parler effectivement de l'ERP Flex autour de Cegid avec Norbert. Vincent nous fera les tendances de l'e-commerce et on reviendra sur les notions d'incontournables, entre guillemets, pour développer le chiffre d'affaires, tant avec Vincent qu'avec Alexis. Et puis on terminera, comme j'ai dit précédemment, avec le retour d'expérience de Guillaume d'Apsia.
Alors, quelques éléments autour. Je vais pas vous représenter Cegid parce qu'on n'a pas la soirée non plus, mais je vais faire quelques focus précis autour de Cegid. Aujourd'hui, la position de Cegid, ça a énormément changé au cours du temps. On fait partie maintenant des leaders européens en termes de cloud. Quelques chiffres, juste comme ça, 4400 personnes, 800 millions d'euros de chiffre d'affaires, positionnés en Europe principalement. 72% du chiffre d'affaires de Cegid est aujourd'hui du chiffre d'affaires récurrent et 66% autour du SaaS. Vous voyez une transformation totale de l'organisation Cegid au cours des 3-4 dernières années. Et ce qu'on voulait aussi signaler, c'est que on intervient, et je pense que ce soir en est un exemple avec les intervenants, énormément avec un réseau de partenaires et avec des partenaires autour de nous. On dit toujours qu'on est plus fort à plusieurs que tout seul, et je pense que Cegid l'a bien compris, et c'est ce qu'on développe aujourd'hui, tant à travers nos practices d'ERP, en associant des produits et des solutions compagnons, et on y reviendra avec Norbert, qu'à travers nos partenaires de mise en œuvre, d'intégration, bien évidemment. Bon, alors aujourd'hui, je pense qu'on peut, je vais parler de l'international, 22 pays, et un gros développement, si vous avez suivi un peu l'actualité, puisque il y a quelques semaines, on a fait l'acquisition du Grupo Primavera en Espagne et au Portugal, qui vient renforcer la position de Cegid à l'international et qui nous pose comme le leader aujourd'hui sur la péninsule ibérique. Alors, on a aujourd'hui plusieurs métiers. Les métiers, et qu'on reviendra avec Norbert, je vais aller très très vite. Les métiers focalisés sur la transformation digitale, le retail. Vincent, tu en as déjà parlé. Grosse activité autour du retail chez Cegid, principalement dans la distribution luxe, évidemment, et la digitalisation, là on est en plein dedans. Et on va même au-delà. On est en train de regarder avec des clients tout ce qui concerne méta, métavers, etc. Donc c'est des éléments, on a déjà des POC qui fonctionnent autour de ça. Hormis le retail, on est présent chez les experts comptables, métier historique et en pleine transformation, on peut le dire, de digitalisation. On est présent sur toute la rangée d'entreprises, de la très petite entreprise avec une équipe spécialisée qui s'occupe des très petites entreprises jusqu'au CAC 40, puisqu'aujourd'hui... je pense, Norbert, on est présent dans 39 comptes du CAC 40 sur notamment des outils de fiscalité, de trésorerie, etc. Oui, il en manque un, donc, mais on le traque, ne vous inquiétez pas. Et aujourd'hui, Norbert et moi, on est principalement focalisés sur la partie finance. Et ce qu'on appelle la partie finance, c'est toute l'ERP, toutes les notions de RP, quelle que soit la taille de l'entreprise, la fiscalité, bien évidemment, sur laquelle on est leader, la gestion des IMO, des consos, la trésorerie communication bancaire, qui est un élément que nous avons rajouté très récemment, et tout ce qui est également prévision de trésorerie, qui a évidemment suivi une digitalisation très forte depuis 1 an et demi. Bon, on ne va pas réévoquer pourquoi, mais avec des notions de transformation complète. Ce qu'on a fait avec Norbert, c'est qu'on a fait plusieurs enquêtes pour savoir quels étaient les enjeux autour de la transformation digitale. Quand vous regardez, on retrouve les enjeux d'équipement, de digitalisation de la fonction finance, on retrouve les enjeux de prévision de trésorerie, de prévision de business. Et on a également interrogé des cadres d'entreprise. Et il y a un élément qui est intéressant. Quand on interroge les cadres d'entreprise, 52% d'entre eux disent qu'aujourd'hui, la digitalisation de leur entreprise ne leur paraît pas aboutie. Donc, comme disait Kevin, je pense qu'on a encore un peu de boulot, tous ensemble, pour travailler autour de ça. Ça veut dire qu'il n'y en a que 48 qui sont satisfaits, donc on a encore un certain nombre à aller chercher en termes de digitalisation. Et à partir de ça, on a voulu faire un focus un peu plus précis sur la partie gestion d'entreprise, non plus toute taille, mais plus focusé sur un segment de marché. Et là, Norbert va nous expliquer un petit peu ce qu'on a fait autour de ça. Voilà, donc on s'est adossé à CSA pour faire cette étude. On a pris le parti d'interroger les entreprises, ce qu'on appelle du mid-market, c'est les entreprises sur le ventre mou en fait, du marché, c'est les entreprises de 50 à 500 collaborateurs. Et on s'est tourné vers les décideurs de ces entreprises, des décideurs, des décisionnaires de projets d'équipement.
Et on a focalisé notre étude sur 3 secteurs d'activité principaux. L'industrie, avec environ 150 répondants. Le négoce, également encore une fois, environ 150 répondants. Et des activités de service, où là, il y avait une 50aine de répondants sur cette étude. Donc, qu'est-ce qu'on est allé leur poser comme question? Déjà, on a commencé par les interroger sur où ils en étaient en termes d'équipement de gestion, leur outil, l'état de l'art de leur solution. Et la première question qu'on leur a posée, c'est quel niveau de satisfaction ils avaient vis-à-vis des outils qu'ils utilisaient au quotidien. Alors, premier élément important à relever, c'est que on voit quand même qu'il y a quand même un plutôt bon niveau de satisfaction qui ressort. On voit les notes sur la partie gauche, avec une note qui est toujours autour de 7,5, qui montre quand même qu'il y a quand même plutôt un niveau acceptable de satisfaction autour de la solution. Maintenant, quand on zoome un tout petit peu et qu'on regarde en particulier sur les secteurs de l'industrie et du négoce, on voit qu'il y a quand même à peu près un 15% d'insatisfaction. Donc on voit quand même que malgré un niveau de satisfaction acceptable et plutôt bon, il y a quand même quelques poches d'insatisfaction qui révèlent qu'il y a quand même quelques sujets inquiétants, ennuyeux autour des outils qu'ils utilisent tous les jours. Donc justement, on est allé derrière les interroger sur leurs irritants. Qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui quand ils utilisent leurs solutions de gestion au quotidien? Et quand on regarde un peu la synthèse, parce que alors, évidemment c'est un extrait, on n'a pas pu produire toute la richesse de cette étude, mais on voit qu'il y a un tiercé gagnant là, sur les 3 premiers points, quelles que soient les industries, où on retrouve des problématiques de crainte d'obsolescence technologique, problématiques de productivité qui est pas forcément très satisfaisante, ou encore de difficulté à faire évoluer la solution. Donc là, on touche à des sujets qui sont très corrélés à une forme aussi de vétusté qu'on observe dans l'équipement des solutions de gestion des entreprises. Quand on regarde un peu les enquêtes qui sont produites régulièrement, et notamment on en a produit certaines avec IDC ou avec le CXP, on voit que dans ces entreprises-là, du mid-market, en France, on a plus de la moitié des entreprises qui, aujourd'hui, utilisent un outil, que ce soit un ERP ou des solutions de gestion modulaires, qui ont plus de 10 ans, qui ont été déployées il y a plus de 10 ans dans l'entreprise. Donc on est face à des outils qui ont quand même une forme d'obsolescence déjà et qui ne délivrent pas toutes les capacités qu'offrent les technologies aujourd'hui disponibles. Donc ça, c'est le premier élément. D'ailleurs, après, quand on voit un peu plus loin, on voit qu'il y a des problématiques d'accessibilité aux données, aux outils. Alors aujourd'hui, quand on voit les épisodes qu'on vient de traverser avec la crise sanitaire où le télétravail est devenu la norme, aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus une entreprise qui n'active pas le télétravail de manière pas forcément totale, mais en tout cas avec au moins plusieurs jours de télétravail par semaine. Avoir des outils qui ne se prêtent pas à des usages à distance, c'est un vrai sujet quand même, c'est un vrai problème. Et puis également, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises, d'organisations qui ont un système d'information qui est composé d'une accumulation d'applications qui ont été déployées au fil de l'eau. Parce que souvent, on procède un peu de manière itérative. Et le biais de cela, c'est que souvent, ces différentes briques applicatives, elles ne sont pas forcément toujours très très bien interconnectées les unes aux autres. Et donc, on crée des silos techniques. Et derrière, ça veut dire de l'inertie et donc une productivité qui est perfectible dans l'organisation au niveau de la chaîne opérationnelle. Alors ensuite, on les a aussi interrogés sur la suite, parce que là, on voit finalement obsolescence. Dans l'obsolescence, on a tout ce que tu évoquais, accessibilité, mobilité, accessibilité aux données. Bon, attends, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir sur quoi on se projette et comment on peut faire évoluer les choses. Voilà, exactement. Donc après les constats sur l'existant, on est allé voir un peu où ils vont et vers quoi ils se projettent effectivement. Premier élément de question qu'on leur a posé, c'est par rapport aux technologies, où se situent leurs attentes. Et le premier élément, d'ailleurs c'est une surprise, qui ressort, première attente en termes de gains apportés par les technologies, c'est un gain de sécurité. Donc c'est assez révélateur finalement qu'il n'y a pas forcément une forme de sérénité autour de ce sujet de la sécurité par rapport à leur existant, par rapport à ces outils qui sont en place. Et c'est vrai que quand on voit aujourd'hui les menaces, et les cybermenaces notamment qui pèsent sur les organisations, on peut comprendre qu'effectivement c'est un sujet et qu'il est grand temps pour beaucoup d'entreprises de moderniser leur SI à minima pour se sécuriser de ces menaces-là. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de ransomware, par exemple,
c'est pas quelque chose qui est devenu anecdotique. C'est malheureusement une réalité qui touche trop d'entreprises parce qu'elles sont mal protégées. Et puis ensuite, on va retrouver des choses beaucoup plus classiques autour des gains attendus sur les technologies, gains de productivité, gains de compétitivité. Ça paraît assez naturel puisqu'on sait qu'avec les technologies digitales, on va être capable de justement digitaliser un certain nombre de processus et de gagner en efficacité opérationnelle. Et puis enfin, deuxième aspect, on les a interrogés sur où se situaient leurs enjeux et quelles étaient leurs préoccupations. Et là, on va retrouver plusieurs choses intéressantes. La première, déjà, c'est, et elle arrive en tête, quels que soient les secteurs, c'est finalement comment je vais être capable de faire face aux évolutions réglementaires. Là aussi, c'est assez surprenant. On pourrait imaginer des ambitions un peu différentes et plus nobles, on va dire. Mais on est rattrapé par le pragmatisme, encore une fois. Et on peut comprendre cette posture. Parce que tout simplement, aujourd'hui, c'est la réalité auquel sont confrontées toutes les organisations. On est face à des enjeux réglementaires permanents. Tantôt c'est l'Europe qui donne l'impulsion, tantôt c'est nos gouvernements. Et si on ne se projette pas très loin, dans un horizon de 2 ans, il y a une réforme majeure qui est en train d'arriver, qui est celle de la généralisation de la facture électronique sur tous les business B2B, et même par extension B2C avec le reporting. Et donc ça va transformer en profondeur la manière dont les entreprises fonctionnent aujourd'hui. Donc on peut comprendre qu'il y a des préoccupations par rapport au réglementaire, et c'est vrai que s'appuyer sur un outil qui, parmi les promesses qu'il délivre, offre cette capacité à assurer avec sérénité ces caps technologiques, ces seuils qu'il faut passer par rapport à des évolutions réglementaires, c'est quand même un vrai sujet très important. Ensuite, on a s'adapter au nouveau comportement des clients. Alors, on vient de traverser cette crise sanitaire du Covid avec une vraie accélération dans à la fois la demande en digital, mais aussi des nouveaux comportements digitaux par rapport aux clients, des nouvelles attentes, plus d'exigences. Et être capable de répondre à ces nouvelles attentes, ça veut dire aussi avoir un SI, un système d'information, un ERP qui offre cette agilité-là. Donc ça rejoint un peu ces tendances de fond qu'on observe aujourd'hui par rapport au marché. Et puis ensuite, on retrouve évidemment des logiques de compétitivité, d'être mieux positionné par rapport à la concurrence, ou encore de gagner en efficacité opérationnelle par rapport à la digitalisation de certains processus. Là, c'est plus traditionnel par rapport à ces préoccupations et ces ambitions qu'expriment les entreprises. Donc, si on résume, notion réglementaire, très très forte, nécessité de suivre ce réglementaire, et de toute façon on le voit, vous clients et vous partenaires, on a une accélération du réglementaire à tout niveau, et ça c'est quasiment impératif. Et puis nouveaux usages, là c'est pareil, et ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure sur l'obsolescence des systèmes d'information, donc qui ne peuvent ou s'adaptent que très difficilement à ces nouveaux usages. Si on peut peut-être essayer de faire le lien entre maintenant ce qui existe, donc le système d'information, et les ambitions des entreprises, parce que ça traduit leurs ambitions. Elles veulent aller vers là, et comment on fait le lien entre les deux, quoi. Alors justement, effectivement, on leur a posé cette question. Si tu cliques peut-être, voilà, sur la manière dont ces entreprises percevaient finalement le rôle de leur SI pour pouvoir aller chercher justement ces ambitions qu'ils ont et leur capacité à rejoindre leurs enjeux. Et on le voit en fait dans ces résultats, quels que soient les secteurs, c'est un plébiscite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté pour aucun des décideurs qu'on a interrogés sur le fait que, évidemment, que leur SI, leur système d'information et leur ERP en particulier, il est central sur leur capacité à être au rendez-vous de ces grands enjeux qui sont face à eux. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, ça démontre, si c'était nécessaire, que pour toutes ces entreprises qu'on a évoquées tout à l'heure, qui ont, pour beaucoup d'entre elles, un système d'information qui est relativement ancien, plus de 10 ans d'historique de déploiement, ça veut dire qu'elles ont besoin, de manière impérieuse, de très vite challenger ce statu quo et de basculer sur des outils de nouvelle génération pour être au rendez-vous de ces nouveaux enjeux et notamment de ces grands changements, de ces grands bouleversements que va imposer le digital à toutes ces organisations. Donc on va pouvoir justement aller voir quels sont les éléments qu'on va pouvoir apporter en termes de réponse avec ces nouvelles solutions et nouvelles générations. Voilà, et merci beaucoup Norbert. Donc, quelle réponse Cegid peut avoir autour de ça? Et je te laisse le dance floor que pour toi. Ouais. Alors du coup, je vais prendre la zapette. Voilà,
Voilà, donc du coup, on va faire le lien assez naturellement avec les solutions ERP Cloud nouvelle génération que nous, on est amené à proposer aujourd'hui, parce qu'on voit que c'est au cœur du SI des entreprises, c'est vraiment la colonne vertébrale du système d'information. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on a cette chance, grâce aux nouvelles technologies, de pouvoir proposer vraiment des nouvelles solutions qui apportent des choses résolument intéressantes pour ces organisations, en termes notamment d'agilité autour de ce système d'information. Alors si on devait revenir un peu sur l'histoire des ERP, on est face à une révolution quelque part qui est arrivée sur le marché il y a à peu près 25 ans. Il y a à peu près 25 ans, les premiers ERP ont fait leur percée sur le marché des solutions de gestion en apportant une véritable révolution sur cette capacité à réunifier le système d'information des entreprises dans un outil unique qui permettait d'avoir une vision d'ensemble des données de l'entreprise, de ses processus, et de pouvoir faciliter la prise de décision. Donc c'était une très très belle promesse qui a séduit énormément d'entreprises depuis une vingtaine d'années. Mais on s'est rendu compte aussi, et ça c'était les premières générations de ERP, que ces outils, ils avaient aussi un certain nombre de limites, notamment quant à la rigidité qu'ils imposaient aux organisations, parce que souvent c'était des solutions très monolithes qui autorisaient très difficilement l'intégration de briques applicatives externes. Donc ça posait des difficultés aux organisations. Et donc on a vu arriver il y a à peu près une dizaine ou une quinzaine d'années une seconde génération de ERP qu'on a appelée les ERP modulaires, qui offraient un premier niveau d'agilité sur ces solutions intégrées, avec des logiques de modules applicatifs qu'on pouvait décider d'activer ou pas, plus ou moins à la carte, en fonction des besoins de chaque organisation. Bon, en réalité, les ERP modulaires avaient quand même un certain nombre de limites, parce que dès qu'on voulait, là encore, activer des briques applicatives qui n'étaient pas natives de l'ERP, qui étaient externes, ben on était quand même confronté à des difficultés d'intégration de ces solutions et d'interopérabilité. Et donc aujourd'hui, avec le cloud, on est face à une nouvelle rupture technologique, avec cette troisième génération de ERP, ce qu'on a appelé, nous, l'ERP composable, pour lequel on s'inspire vraiment dans cette solution CJ XRP Flex dont on fait la promotion aujourd'hui, et qui offre un vrai nouveau levier d'agilité pour les organisations, puisqu'on est sur un ERP nativement proposé dans le cloud, qui offre une capacité d'ouverture unique et jamais égalée jusqu'ici, puisque 100% de l'ERP peut être interconnecté par des API, et donc ça ouvre les portes de cet ERP vers des solutions tierces du marché, et donc ça va offrir cette capacité, comme son nom l'indique, de pouvoir composer son ERP à la carte. Donc si on développe un tout petit peu, ça veut dire quoi composer son ERP à la carte? Ça veut dire que, contrairement à ce qu'on a toujours vécu au niveau des systèmes ERP, qui étaient quand même assez lourds et assez rigides à mettre en œuvre, eh bien là on va pouvoir construire son ERP comme un jeu de Lego quelque part, et choisir les applications métiers dont on a besoin. Et cela notamment en fonction du secteur d'activité à laquelle on appartient. Et donc, il est fini le temps où un éditeur peut dire « moi, je connais parfaitement tous les métiers de tous les secteurs et j'ai une réponse universelle à tous vos besoins ». C'est plus vrai. Et donc, on est capable, grâce à un écosystème, justement, de venir compléter les briques natives de l'ERP avec des solutions expertes qui vont apporter une bonne réponse adaptée aux besoins spécifiques qu'ont chacune des activités que vous pouvez être amené à exercer. Donc ça, c'est très intéressant. Et surtout, ça redéfinit aussi la façon dont on va pouvoir implémenter l'ERP, puisqu'on va pouvoir lotir les phases de mise en œuvre de cet ERP en choisissant quelle brique applicative j'active en priorité. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et surtout, parce qu'on a ces API qui vont permettre de fédérer ces briques applicatives, mais on a quand même cette capacité de réconcilier le système d'information autour de cette colonne vertébrale que constitue l'ERP pour garder une vraie cohérence d'ensemble et avoir cette capacité à piloter toute l'entreprise grâce à cet ERP. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on est sur des ERP qui ont été conçus dès l'origine dans le cloud et qui introduisent notamment une dimension très collaborative. Donc on est dans un outil qui est simple comme les usages que l'on a tous au niveau du web. Et donc vous comme moi, on a tous découvert le web dans les années 2000. On a appris à surfer, à aller sur des sites qui pouvaient être parfois des sites d'information ou des sites de e-commerce, pour faire un petit clin d'œil à mes collègues. Et personne d'entre nous n'a suivi la moindre formation pour apprendre à remplir son caddie dans un site de e-commerce. Personne d'entre nous n'a suivi une formation pour aller
consommer une information sur un site, Le Monde ou je ne sais quel site d'information, parce que c'est très intuitif. Eh bien, on est exactement dans la même philosophie avec ce type de RP de nouvelle génération, puisqu'on est dans une appli web qui est consommable et interprétable par n'importe quel individu, parce que c'est extrêmement simple et très intuitif. Donc à partir de là où on a ce socle d'intuitivité et d'accessibilité, eh bien, on est dans un schéma où on va pouvoir être dans une logique très collaborative, où dans l'absolu, chaque collaborateur de l'entreprise qui doit avoir accès à l'ERP, ne serait-ce que pour consommer une information, il doit pouvoir le faire. Donc on ne doit plus être dans une logique de numerus clausus de qui sont les utilisateurs qui peuvent accéder à l'ERP. Donc c'est un vrai changement de paradigme. Et ce changement de paradigme, on va le retrouver jusque dans le modèle économique de cette ERP, puisque contrairement à tout ce qu'on a toujours connu, cette ERP n'est pas fondée sur une logique de tarif qui est basée sur le nombre d'utilisateurs. On est sur un ERP avec des usages illimités. Donc vous êtes 250 dans votre entreprise, vous êtes 50 ou vous êtes 500. Quand vous allez acquérir une licence cette ERP, vous avez la possibilité d'activer autant d'utilisateurs que vous le souhaitez. On prend des questions en live ou on attend la fin ? Je vois une main qui se lève. ERP, c'est un acronyme anglais, Enterprise Resource Planning. En fait, c'est un système de gestion intégré qui a pour vocation de gérer l'intégralité des process de l'entreprise. Voilà. Petite précision utile peut-être. Donc voilà, ce qui est très important, c'est que vraiment on est dans une logique très différente en termes de solutions ERP, avec cette dimension collaborative et qui vraiment libéralise complètement les usages autour de ce système d'information pour que finalement chaque collaborateur de l'entreprise ait accès à l'information quand il en a besoin et où qu'il soit. Voilà ce qui est important à savoir. Excusez-moi. Alors, oui. Là. Je vous écoute. Mais du coup, en faisant ce système, vous favorisez, j'imagine, au niveau des prix, les grandes entreprises. Si on a une petite structure de 5 salariés et qu'on veut accéder à votre outil, on va payer le même prix qu'une entreprise à 500 salariés ? Alors non, quand même pas. Parce qu'on a une autre métrique qui va permettre de dimensionner le prix par rapport aux enjeux de l'entreprise. C'est les fameux t-shirts qu'on voit sur la droite. C'est-à-dire qu'on a une logique de t-shirt sizing qui va être alignée sur les enjeux. C'est-à-dire que concrètement, vous êtes une petite organisation, vous avez 25 collaborateurs, vous êtes en pleine phase de croissance, de démarrage. Probablement que le volume de factures que vous traitez dans votre organisation par an, quand vous faites l'addition des factures d'achat et de vente, il va être considérablement moins important que celui d'une société qui est peut-être à quelques centaines de mètres de votre organisation, mais qui compte 500 collaborateurs. Évidemment qu'il y a une probabilité très élevée que cette entreprise-là, elle gère sans doute plusieurs milliers de factures par mois, alors que vous en gérez peut-être quelques dizaines. Donc cette métrique-là va nous permettre de dimensionner le niveau de mobilisation des plateformes qu'on va mettre à disposition sur notre ERP Cloud. Et à partir de là, vous aurez un prix qui sera ajusté à votre juste usage. D'accord, vous faites un prix en fonction du chiffre d'affaires. Pas forcément du chiffre d'affaires, des volumes de factures. Volume de facture, ok, merci. Alors je continue parce que derrière cette logique d'ouverture et de système ERP donc complètement accessible par API, ça ouvre aussi un nouveau levier très attractif pour tous nos usagers, qui est celui de l'écosystème. Tout à l'heure, tu y faisais référence, Jean-Baptiste, sur le fait que la force d'une offre, elle se mesure, et d'un acteur, elle se mesure aussi par la force de son écosystème. Et bien là, c'est un angle qu'on a cherché à développer de manière très importante en adossant autour de cette ERP tout un ensemble de partenaires applicatifs. Je fais un petit clin d'œil à mon ami Richard, qui est en charge de ces sujets-là, qui viennent en gravitation autour de cette ERP parce qu'ils ont développé un connecteur standard. Donc ils ont développé quelque part un packaging d'API qui vont de manière standard organiser les flux de données qu'on veut manager entre telle application et l'ERP. Et du coup, tout utilisateur, tout client qui est intéressé par cette brique applicative, il a juste à activer ce connecteur et automatiquement, quelque part, les deux solutions discutent ensemble sans qu'on ait besoin de concevoir une interface complexe, lourde et souvent difficile à manager sur la durée. Donc on a cette interconnexion qui est standardisée entre ces différentes applications du marché. Et parmi toutes ces applications, on a à la fois des applications très métiers, d'autres qui sont très tournées vers comment j'exploite mieux les datas de l'ERP, d'autres qui vont manager des nouveaux usages, etc. Et parmi lesquels on va retrouver dans cet écosystème une application qui s'appelle Market Invader,
ils sont ici, et qui ont développé un connecteur avec notre ERP pour justement apporter une valeur supplémentaire à l'ERP dans cette capacité à activer ce levier que constituent les marketplaces et d'une manière générale le e-commerce pour aider nos entreprises utilisatrices de l'ERP à développer leur chiffre d'affaires. Donc voilà, ça c'est hyper intéressant, cette logique d'écosystème. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est comme on est face à un produit qui est très ouvert et qui repose sur des technologies d'API qui sont très standards, ben, l'écosystème il se développe en autonomie. C'est-à-dire que nous, on a juste à proposer des parcours à nos partenaires éditeurs et ils développent en autonomie les connecteurs. Et nous, on a juste à valider que derrière, le connecteur fonctionne bien. Et en avant, c'est parti pour que beaucoup de clients puissent en profiter. Donc c'est extrêmement vertueux. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Je ne le vois pas. Oui, je vous écoute. Bonjour. Du coup, je voulais vous poser, j'ai vu WMS. Est-ce qu'il n'y a aucune limite sur les partenaires et les passerelles qu'on peut faire entre du coup l'ERP et les WMS ou les CRM, les solutions qu'on a déjà développées en interne? Ah, il n'y en a pas. Il n'y a pas de limite par défaut. Après, nous, dans la façon dont on a organisé le développement de cet écosystème, on a essayé d'avoir une démarche pour ratisser le plus large possible, pour couvrir tous les domaines métiers qui pouvaient présenter un intérêt pour nos clients. Et donc, on va éviter de dire je vais développer 15 WMS avant de développer d'autres briques applicatives. On a essayé d'avoir plutôt une logique d'être le plus exhaustif dans les besoins métiers. Mais d'un point de vue technique et absolu, il n'y a aucune limite de connecter 15 WMS s'il y avait besoin d'en connecter 15. D'accord, très bien. Je vous remercie. Et donc, Ah, il y avait encore une question. Oui, excusez-moi, je vous écoute. Absolument. Alors ça, effectivement, il y a une brique par défaut native de l'ERP, parce que je ne l'ai pas dit, mais vous faites bien de m'interpeller. Bien sûr que cet ERP, il propose un certain nombre de modules fonctionnels et d'applications standards. On n'est pas obligé d'aller tout chercher chez les voisins. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, on pense qu'on n'a pas forcément la prétention d'avoir la bonne réponse pour tous. On a des réponses standards, et sans doute que certaines sont très pertinentes dans plein de cas d'usage, mais dans certains cas, ça peut être intéressant d'aller chercher d'autres briques. Donc, il y a un CRM, pour parler du CRM, qui est natif, ce qui ne nous empêche pas d'avoir un connecteur avec Salesforce, par exemple. Voilà. Parce que parmi les clients qu'on va chercher à adresser, il y en a peut-être qui ont déjà fait l'effort de mettre en place Salesforce dans leur organisation. Donc, on n'a pas forcément envie de leur dire, parce que vous allez changer le reste de l'ERP, vous allez devoir remettre en cause ce chantier qui vous a déjà coûté un certain effort et qui est en place maintenant dans votre organisation. Donc, on va tolérer, bien évidemment, cet existant, et permettre de faire une cohabitation intelligente entre cette brique applicative qui n'est pas native de notre ERP, mais qui est néanmoins une brique applicative qui a quand même une certaine pertinence, on va dire, sur le marché, elle est reconnue. Donc voilà, on est capable à la fois de plugger un CRM standard du marché comme Salesforce ou d'activer la brique native CRM de l'ERP qui est dans son socle. Voilà, donc pour finir, et pour synthétiser un peu tout ce que je viens de dire, parce que je crois que le chrono, là, je suis complètement au sujet, cet ERP Cloud, il est très vertueux, d'une manière générale, parce que d'une part, il va apporter beaucoup d'efficacité aux organisations, parce que ça reste un ERP, donc c'est ce qui va permettre à l'organisation de piloter toute sa chaîne opérationnelle, et tout cela en capitalisant pleinement sur le levier qu'offre le cloud en termes d'agilité, en termes d'accessibilité à l'information, en mode ATAWAD, comme disaient les anglo-saxons, c'est-à-dire Anytime, Anywhere, Any Device. C'est de l'agilité aussi, supplémentaire pour les organisations, de par notamment sa dimension collaborative, et même hyper collaborative, capacité à digitaliser les interactions dans l'entreprise entre collaborateurs, avec un ERP qui est accessible à tous, mais aussi avec l'écosystème de l'entreprise. C'est-à-dire que comme on n'est plus contraint par le nombre d'utilisateurs qu'on va connecter à l'ERP, rien ne nous interdit de venir ouvrir des accès à des externes, à des sous-traitants. Pourquoi pas des accès vers mes clients, des accès vers certains fournisseurs. Et là encore, j'ai un levier d'accélération et de fluidification des processus et de ces interactions avec cet écosystème. Et enfin, dernier élément, rester connecté dans le sens où cet ERP, il offre un vrai levier d'accès à toutes les innovations qui se présentent sur le marché. On est évidemment très fiers d'avoir déjà cet écosystème qu'on a pu partager tout à l'heure, mais on n'est absolument pas inquiet sur le futur et le fait que demain, il y aura sans doute d'autres nouvelles pépites qui vont émerger, et on sait qu'on pourra les connecter avec cet ERP parce qu'il est résolument ouvert et tourné vers l'extérieur. Voilà, donc on peut considérer qu'avec cette offre, on est capable d'oublier tout ce qui était négatif dans l'ERP
et les anciennes générations de RP, et qu'on va pouvoir offrir une nouvelle expérience, et notamment cette capacité à expérimenter plein de choses sans être contraint grâce à cette ERP nouvelle génération. Et justement, on a parlé d'innovation et d'accéder à l'innovation. Je crois que Marketing Invaders, c'est une belle preuve d'innovation, très tournée vers le e-commerce. Et donc, je vais te passer la parole, Vincent, pour que tu nous parles du e-commerce, justement. Merci Norbert. Alors, on avait promis de parler des tendances du e-commerce. Quelques chiffres, même si Kevin en a déjà parlé un petit peu. Donc là, ce sont des chiffres qui sont présentés et qui sont issus de la Fédération française du e-commerce qui s'appelle la FEVAD. Et c'est un organisme qui est une mine d'or pour nous parce qu'il collecte l'intégralité des données du e-commerce en France. Donc ce qu'on remarque, c'est qu'en 2021, on avait 42 millions d'acheteurs en ligne avec un chiffre d'affaires de 129 milliards pour la vente de biens et de services, donc tout cumulé. Comme l'a dit Kevin tout à l'heure, effectivement, chaque année depuis 20 ans, le e-commerce, la part du e-commerce se développe par rapport au commerce de détail. Donc c'est plus 0,7 points en 2021 et on arrive à 14%. Ce qui est intéressant de voir quand on regarde les publications de la FEVAD, c'est qu'on a remarqué qu'en 2022, il y a eu une légère baisse du e-commerce sur la partie vente de biens et pas vente de services. Pourquoi ? Parce que les gens, comme vous et moi, nous sommes retournés en magasin. Mais quand on compare les chiffres de 2019 versus 2022, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une croissance de 33%. Donc on peut dire à 3 ans maintenant que l'augmentation de 30%, elle est pérenne pour l'e-commerce. Après, le deuxième point important qu'on identifie, qui je pense va être majeur même pour les années à venir, c'est l'avènement de la seconde main. Donc la seconde main, qu'est-ce que c'est ? C'est la vente de produits soit d'occasion, soit reconditionnés. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Médiamétrie a fait une étude. Ils ont posé la question à des consommateurs. Avez-vous déjà acheté des produits de seconde main ? En 2021, 15% ont dit oui. En 2022, ça a été 60%. Donc multiplié par 4, cette tendance, elle est majeure parce que les consommateurs sont concernés par les sujets écologiques. On en parle de plus en plus et c'est un vrai sujet. Et puis parce que l'offre aussi du marché, elle est en train de se structurer et on en parle dans 2 slides. Là, c'est le fameux slide pour redéfinir ce que c'est que l'omnicanalité. Donc on enfonce peut-être une porte ouverte, mais on s'était dit que c'était important de redéfinir les termes. La monocanalité, c'est quand vous vendez dans un seul magasin ou dans votre site internet uniquement. Le fait d'être multicanal, c'est d'avoir plusieurs canaux, donc vous vendez en ligne ou dans votre magasin. Et l'omnicanal, c'est le fait de vendre partout, d'accord, sur tous les canaux. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a le logo d'Amazon qui a été ajouté et qui représente les marketplaces de manière générale. Et on voit aussi la version mobile de votre site, par exemple, e-commerce. Le dernier degré de maturité au niveau de l'omnicanalité de ce sujet, c'est ce qu'on appelle le commerce unifié. Ça, c'est des entreprises qui ont réussi à interconnecter l'ensemble de leur système pour proposer une expérience 360 degrés, c'est-à-dire que le programme de fidélité va être accessible à la fois au niveau de votre site internet quand vos clients vont venir chez vous, que dans votre magasin physique pour cumuler des points, pour profiter des réductions. Et puis l'autre exemple, c'est le fait que certaines entreprises proposent à leurs clients d'échanger via les réseaux sociaux. Et l'exemple que j'ai en tête, c'est Air France qui vous permet de discuter avec leurs agents commerciaux via Messenger. Donc voilà pour le rappel. Ici, on vous présente le top 20, toujours issu de la FEVAD, des sites et des applications de e-commerce en France. Ce qui est intéressant de voir ici, alors en nombre de visites, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que sur les 20 enseignes, les 20 marques que vous voyez ici, 17 opèrent une marketplace. Donc quelque part, ce que ça veut dire, c'est que le e-commerce est littéralement boosté depuis plusieurs années par le phénomène marketplace. Le deuxième point, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'on voit que dans le top 10, vous avez Vinted, Le Bon Coin, qui sont des pure players de la seconde main. Et bien sûr, Amazon, Cdiscount, Darty, Fnac, qui proposent aussi des produits de seconde main. Donc voilà. Ce qu'on voulait vous dire, c'est que on parle d'omnicanalité, mais derrière, l'omnicanalité, c'est quand même beaucoup, finalement, les marketplaces,
Alors ça ne veut pas dire qu'il faut oublier de vendre sur son site internet, hein. Mais en tout cas, la question, c'est pas est-ce qu'il faut aller sur les marketplaces, c'est comment en fait. Et pourquoi c'est intéressant de vendre sur les marketplaces également? C'est parce que vous pouvez du jour au lendemain vendre vos produits sans forcément avoir besoin de créer un site e-commerce, sans forcément avoir besoin de travailler plusieurs mois ou plusieurs années sur votre SEO, donc sur votre référencement naturel. Vous n'avez pas besoin de dépenser de l'argent en SEA, donc tout ce qui est le sponsoring via le Google Ads par exemple. Donc vous vendez du jour au lendemain parce que vous profitez de l'audience, de la marque qui opère la marketplace, par exemple Cdiscount ou Leroy Merlin, Decathlon, etc. Par contre, il y a des contraintes qu'il faut respecter, sans quoi ça ne peut pas fonctionner. Ces contraintes, je vais essayer de les passer assez rapidement. Tout d'abord, il faut disposer de données de qualité au niveau de votre catalogue produit. Donc, bien sûr, des descriptions qui sont suffisantes, qui décrivent bien votre produit, des photos de qualité en termes de résolution, avec un fond blanc, par exemple. Vous avez aussi les marketplaces qui vous imposent des caractéristiques produits qui sont considérées comme obligatoires. Donc ça, c'est par exemple taille, poids, couleur. Et ces caractéristiques obligatoires, elles ne sont pas les mêmes pour toutes les places de marché. Donc vous avez ce sujet à traiter. Vous devez faire un mapping aussi au niveau des catégories de votre catalogue produit entre votre catalogue et le catalogue de la place de marché, et ça pour chacune des places de marché. Après, le but du jeu, c'est de vendre davantage et avoir une belle croissance, comme nos clients, on vous en parlera tout à l'heure. Donc il faut vendre sur le plus de marketplaces possible. Sauf que quand vous vendez en ligne, vous risquez de vendre plus que ce que vous avez en stock, vu que toutes les ventes sont faites en parallèle. Donc ça, c'est un premier point. Si jamais vous générez des ventes hors stock, vous générez de la frustration auprès de vos clients. Et ça, c'est mal vu par les places de marché, sanctionné, et vous risquez même d'être banni. La synchronisation des stocks, on en a parlé. L'autre point, c'est le fait d'expédier les colis dans les temps. On a tous l'habitude en tant que consommateur d'être livré rapidement, de pouvoir faire des retours. Donc il faut que vous respectiez les KPI qui sont imposés par les marketplaces à ce sujet. Et ça ne s'improvise pas, il faut que vos processus logistiques soient adaptés. Et le dernier point essentiel, c'est le fait de remettre la satisfaction client au centre de l'entreprise. Parce que quand on a l'habitude de vendre auprès d'intermédiaires, de distributeurs, de magasins, vous n'avez pas l'habitude de vendre en direct auprès des consommateurs finaux. Et ça change tout. Donc c'est un point qui est plus culturel que technologique ou organisationnel, hein. C'est le fait de se dire, voilà, maintenant il faut que je satisfasse mes clients parce qu'ils vont me noter et ils vont pouvoir quelque part soit me monter dans les référencements au niveau des places de marché, soit finalement me poser des soucis. La conformité réglementaire, je ne vous en parle pas, on en a déjà beaucoup parlé. Et donc c'est pour ça que nous avons créé Market Invaders, tout bêtement pour automatiser toute votre activité, tout ce dont vous devez gérer, donc toutes ces contraintes quand vous vendez sur les places de marché, également sur vos sites internet. Donc en synthèse, c'est un middleware qui se trouve entre le système d'information de l'entreprise et les marketplaces. Donc à gauche, vous voyez que Market Invaders peut récupérer le catalogue produit dans votre Shopify, votre PrestaShop, votre solution de site web, ou dans votre ERP, comme par exemple Cegid. Et le but, c'est de diffuser les produits sur 3, 5, 15, 20 places de marché en parallèle. Ici, vous avez quelques exemples de nos partenaires. Et ce que l'on voit, c'est qu'elles sont présentées par verticale. J'en discutais tout à l'heure avec l'un d'entre vous. Aujourd'hui, tout se vend sur les marketplaces parce que les verticales sont représentées de manière générale, notamment en B2C. Vous avez des généralistes comme Cdiscount, Amazon, vous avez des spécialistes de la high-tech, Fnac Darty, ou alors du bricolage comme Leroy Merlin ou du sport avec Decathlon. Ce qu'on voit aussi, c'est que le B2B commence aussi à bien fonctionner au niveau des places de marché, avec Metro, avec les versions business d'Amazon, de Cdiscount. Et ce qu'on voit ici sur ce slide, c'est que notre outil Market Invaders, il vous permet de diffuser vos produits sur les places de marché, comme sur votre ou vos sites internet. Et pour la petite histoire, on a un client
qui vend sur 27 canaux entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Donc c'est 23 places de marché et 2 sites en Europe, 2 sites en Amérique du Nord. Et pour lui, un canal est un canal, que ce soit une place de marché ou un site internet. Voilà, en quelques chiffres, Market Invaders. Nous sommes partenaires de plus de 100 marketplaces en Europe et en dehors de l'Europe. Partenaire de Miracle, qui est le leader mondial de la création des places de marché. Également d'Octopia, qui est quelque part la maison mère qui propose aussi, la maison mère de Cdiscount, qui propose aussi des places de marché. Nous gérons 100 millions d'euros de transactions pour nos clients et 50 000 commandes mensuellement. On est très fiers d'avoir été élus il y a un an, jour pour jour quasiment, deuxième start-up e-commerce française par la FEVAD et par KPMG. Et on est régulièrement audité par les plus gros acteurs du secteur, les GAFA, en termes de scalabilité et cybersécurité, parce que c'est un sujet dont on a parlé, c'est clairement important pour tout le monde. Voilà, je passe la parole à Alexis qui va vous présenter le concept de Market Invaders. Oui. Oui. Dans la liste qu'on vous présente ici, nous, on commercialise une solution qui adresse toutes les marketplaces où on vend des produits, donc des marques qui commercialisent des marketplaces. Là, ce que je comprends de votre question, c'est tout ce qui va concerner les affiliations, les réseaux sociaux, etc. Donc ça, c'est pas notre cœur de métier. Il y a des acteurs qui savent le faire. On a des partenaires qui savent le faire. C'est pas notre cœur de métier que d'adresser les réseaux sociaux pour ramener du monde, pour vendre sur des sites ou des places de marché. Parce qu'il y a quand même beaucoup de ventes aussi sur les réseaux sociaux. Oui. Mais ça, c'est pas votre cœur de métier. C'est pas notre cœur de métier, très bien. Effectivement. Merci. Donc moi, j'ai la lourde tâche de vous présenter un peu ce qu'est le métier de Market Invaders. Donc Vincent et nos amis de Cegid ont bien planté le contexte. Donc nous, notre métier, c'est de permettre à n'importe quelle marque ou distributeur d'adresser au mieux le potentiel de vente de ses produits sur tous les canaux en ligne. Donc Vincent vous l'a dit, site marchand et marketplace, puisqu'aujourd'hui, le sujet, c'est pas de dire est-ce qu'on va sur les marketplaces, c'est comment on y va et qu'est-ce qu'on adresse. Donc pour ça, il y a déjà longtemps, grâce à Jean-Baptiste qui est là, notre CTO, avec qui vous pourrez échanger tout à l'heure, il a voulu concevoir une solution qui permette d'adresser tous les sujets d'une activité e-commerce et les loger dans une application, qui est Market Invaders. Et donc on a voulu une suite fonctionnelle complète, une solution tout en un, et un accompagnement sur mesure. Pour ça, donc, je vais aller assez rapidement, mais je prends un peu de temps pour vous détailler les principaux modules qui permettent d'adresser tous ces enjeux e-commerce. Donc vous le voyez là, ici, l'idée. Donc aujourd'hui, on présente avec Cegid l'offre conjointe. Après, on pourra vous détailler tous les intérêts à travers le cas d'usage. Et donc l'idée, c'est qu'on soit possiblement connecté à un ERP pour venir intégrer et synchroniser toute l'activité e-commerce en synchronisant les flux liés aux fiches produits et les flux liés aux commandes. Et ensuite, nos clients en fait, vont utiliser notre solution pour piloter toute leur activité e-commerce à travers les différents modules que vous voyez ici. Donc rapidement, je passe, mais on a un premier module qui est un module catalogue produit qui va permettre de stocker toute la donnée. Donc vous l'avez compris, Vincent en a parlé tout à l'heure, un des principaux enjeux pour être performant sur les marketplaces, c'est avoir de la donnée de qualité. Et donc on va pouvoir vous donner accès à tous les champs que vous souhaitez, à toutes les possibilités d'enrichissement. On va pouvoir bien sûr vous aider, on a des moteurs d'affectation pour aller catégoriser vos produits, pour aller rechercher les attributs obligatoires de toutes les marketplaces qu'on a connectées. Bref, pour vous faciliter le travail, pour avoir une donnée produit qui soit unifiée et diffusable sur tous les canaux que vous souhaitez adresser par la suite. On y a adjoint aussi un module de traduction automatique. Donc ça, c'est pour les clients. Généralement, on accompagne donc principalement des boîtes françaises qui commencent à exploiter le potentiel de vente des produits en France sur des marketplaces généralistes, qui ensuite vont sur des verticales métiers et qui après, quand elles sont prêtes, font le pas de l'internationalisation, souvent à travers des marketplaces généralistes comme Amazon ou Mano ou d'autres qui permettent d'adresser d'autres pays en Europe. Et donc pour ça, on a un module de traduction automatique qui permet de traduire automatiquement toute la donnée catalogue pour la diffuser ensuite sur le canal. Donc tous ces enjeux catalogue, on sait les traiter avec plein de fonctionnalités qui sont dédiées à des distributeurs ou à des marques. Je ne vais pas vous le détailler ici, on en a plus d'une centaine,
On pourra en parler si vous voulez, donc avec des spécificités pour des distributeurs ou des marques, pour mettre en avant leurs fiches produits, créer des packs produits, faire de la compatibilité de produits, bref. Ensuite, on a un module, ça c'est important, le module d'agrégation de flux. Donc ça, vous avez dû en entendre parler. Le marché est structuré aujourd'hui, il y a des acteurs qui ont pris la place en tant qu'agrégateurs de flux. Donc ces gens-là, ils vont vous proposer, comme nous, de synchroniser les stocks, les commandes sur X canaux. Et donc c'est là tout l'intérêt que décrivait Vincent tout à l'heure, c'est d'exploiter la scalabilité en fait, du modèle, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait le travail de qualification de la donnée produit et que vous êtes organisé au niveau logistique et SAV, il est très facile après de diffuser vos canaux sur 5, 10, 20 marketplaces pour profiter de l'afflux, de la visibilité et du nombre de clients que ça peut représenter en termes de canaux. Donc l'effort marginal est très faible. Et donc l'enjeu là, pour tous les acteurs, si vous posez la question d'un outil d'agrégation de flux, il y a un aspect technique qu'il faut benchmarker, ça va être la fréquence de mise à jour que va proposer la solution. C'est-à-dire, quand est-ce que ma solution d'agrégation de flux va mettre à jour mon niveau de stock, mon niveau de prix. Après, il y a toute une autre série on peut changer les titres, les descriptions, mais il y a moins d'enjeux. Les enjeux sont sur le niveau de stock et le niveau de prix. Et ça, là-dessus, on a fait le choix de proposer la fréquence de mise à jour la plus rapide que propose chaque API Marketplace. Donc nous, on interagit avec chacune des marketplaces par API. Et donc avec notre système, vous êtes sûr de... Alors pour vous donner un ordre d'idée, on va être en quasi instantané sur Amazon et entre 5 et 15 minutes sur toutes les autres marketplaces. Alors, on a nos amis de Cdiscount qui sont là, on a nos amis d'Altrix qui pourront vous le dire. Donc là, l'idée, c'est qu'on fait vraiment la différence par rapport à d'autres acteurs qui vont vous proposer au mieux 3 ou 4 mises à jour quotidiennes. Et ça, c'est un enjeu. Encore une fois, quand vous voulez y lier un ERP et centraliser vos stocks sur l'ensemble des canaux de diffusion que vous voulez adresser, là, il y a vraiment un enjeu pour être live sur vos niveaux de stock. On a un module d'ajustement automatique des prix. Donc ça, on l'a déployé pour les distributeurs. Aujourd'hui, si vous êtes un distributeur, vous avez des concurrents et que vous voulez vendre sur les marketplaces, vous ne pouvez pas être visible et rentable si vous n'utilisez pas un module de repricing. Et donc nous, on met à disposition de nos clients un module qui leur permet de garantir, quand ils veulent jouer la guerre des prix, de leur garantir d'avoir le meilleur prix, donc le référencement avec la buy box ou l'équivalent premier prix sur les autres marketplaces, puisque la plupart de ces canaux fonctionnent comme ça. Ils mettent en avant le prix le moins cher quand plusieurs vendeurs proposent le même produit. Donc notre système va ajuster les prix automatiquement. Et quand vous n'avez plus de concurrents, notre système aussi automatiquement va se remettre au prix plafond que vous avez sélectionné de manière à optimiser vos marges. Donc tout ça, c'est pour faciliter la vie des distributeurs et pour faire en sorte que le ROI soit garanti. Ou du moins soit défini avec des règles et soit suivi au plus près dans les fréquences de mise à jour que je vous ai détaillées. Ensuite, on a un troisième module qui va concerner le SAV. Donc là, c'est plus pour du gain de temps, la productivité. On va centraliser toutes les demandes d'information et toutes les demandes liées aux commandes issues des marketplaces. Donc ça évite à votre opérateur qui fait le suivi client de se connecter X fois par jour à chacun des back-office places de marché pour traiter le SAV. Et ça, on le voit de plus en plus, tout à l'heure on en parlait, de clients, de marques, de distributeurs qui veulent qu'on vienne intégrer ce module de message client à des modules de gestion client plus globaux, de type Zendesk ou autre. Donc ça, on est en mesure de le faire aussi. Et en dernier lieu, on a un module de gestion de commande. Et donc là, on va pouvoir. Le but, c'est d'automatiser la synchronisation de vos flux de commandes. Donc soit vous avez déjà un outil qui est connecté à votre ERP, un WMS, un logisticien, et donc on va simplement automatiser l'échange d'informations de commande. Et surtout, l'enjeu là pour nous, c'est de récupérer le numéro de suivi, le numéro de tracking, que vous êtes obligé d'envoyer à chaque acheteur marketplace pour qu'il puisse suivre sa commande. Donc ça, on va l'automatiser. Et pour ceux qui ont une logistique internalisée, on va pouvoir leur proposer notre module de gestion de commande qui va permettre de générer la facturation, les bons de préparation de commande, les étiquettes de transport. Après, on peut faire pas mal de choses sur mesure, en customisation, sur des modules de gestion de commande, définir des règles d'automatisation. Voilà. On est connecté à plus d'une trentaine de transporteurs logisticiens, les principaux en Europe par API, dont nos collègues de DPD qui sont là ce soir. Et donc l'idée, voilà, vous l'avez compris, à travers cette solution, c'est de vraiment proposer
l'ensemble des briques qui sont nécessaires pour le suivi de votre activité, encore une fois, pour diffuser sur les canaux marketplace et bien entendu aussi sur les sites marchands, hein, parce qu'on en parle peu ce soir. L'idée, c'est pas de vous dire qu'il n'y a pas d'enjeu sur vos sites marchands. C'est de dire que si vous voulez faire de l'omnicanal aujourd'hui, un site marchand, ça ne suffit pas. Et donc, on y viendra après, mais je vous détaille. Tu voulais rajouter quelque chose, Vincent ? Oui, juste un complément par rapport au slide précédent. Si vous avez une logistique qui est externalisée chez des acteurs comme FBA, Octopia Fulfillment, Kubin ou d'autres, le système permet aussi de se dire moi j'ai des commandes qui sont issues de mon site internet, qui sont issues de telle ou telle place de marché, qu'importe, je les renvoie automatiquement à mon logisticien. Donc ça s'adapte à la fois à une logistique internalisée comme externalisée. Donc la suite fonctionnelle qu'on propose, on est persuadé forcément que c'est la meilleure et que c'est la plus aboutie, qu'elle vous confère un avantage concurrentiel avec l'ensemble des fonctionnalités que je vous ai mis en avant. Mais on est aussi persuadé que ça ne suffit pas, parce que les marketplaces, c'est un vrai métier. Et donc, on y adjoint systématiquement des solutions d'accompagnement. Et donc, on va être en mesure, nous, on a fait le choix de venir intégrer, pour chaque projet client, on va venir l'intégrer de manière sur mesure, pour l'adapter aux outils que va déjà utiliser un client, à la maturité qu'il va avoir par rapport au métier des marketplaces, parce qu'encore une fois, on l'a détaillé, c'est vraiment un métier à part entière. Donc, il faut être doté d'une solution logistique qui soit sans faille, de la donnée produit à travailler, le SAV. Donc, c'est un vrai métier. Donc, on est en capacité de proposer tout un panel de prestations à la carte qui va de la délégation complète d'activités. Je pense avoir un potentiel de développement avec mes produits. Je veux les diffuser. Je ne veux pas m'embêter dans un premier temps à me doter de tous ces outils. Vous nous le confiez. On s'occupe pour vous de faire la diffusion. Et puis, il y en a d'autres qui disent « Je sais déjà qu'il y a du potentiel, j'ai une logistique, j'ai des équipes à affecter, je me dote de l'outil pour utiliser la solution en interne. » Et donc, à chaque fois, on va venir intégrer le projet de manière sur mesure en faisant un audit au départ donc, du potentiel e-commerce que vous avez, c'est-à-dire sur tous les canaux. Est-ce que je vends mes produits en B2B, en B2C ? Est-ce que j'ai déjà un site marchand ? Est-ce qu'il est bien ? Est-ce qu'il faut le refondre ? Est-ce qu'il faut y ajouter des choses ? Sur quelle place de marché je peux aller ? Là aussi, aujourd'hui, on a des outils très puissants qui permettent de définir un potentiel de vente de manière très précise. On a des outils tracking qui permettent de dire aujourd'hui, on peut vous dire sur chaque produit combien il s'en vend tous les mois sur n'importe quel canal Amazon. On peut vous dire vous avez un catalogue produit avec 20 000 références, on peut vous dire sur quel marketplace ces produits sont déjà vendus. Et vous faire une étude comparative pour dire il y a tant de vendeurs qui le vendent à tel prix, il faut faire cette chose-là pour obtenir tant de chiffre d'affaires. Donc on n'est pas dans l'incantation, on est en capacité d'aller très loin dans des études préalables au lancement d'un projet marketplace. Et le marché s'y trompe pas, on a de plus en plus de marques qui viennent, de grosses marques, dans le cadre de ce que vous entendez, de politique omnicanal, de D2C, donc d'adresser directement les consommateurs finaux. Les marques de plus en plus reprennent la main sur ces vecteurs marketplace parce que c'est ce qui va faire le référencement de leurs produits. Et souvent, en fait, on a des marques où on a des dirigeants qui nous disent « mais moi, je ne veux pas cannibaliser mon réseau de distribution classique, mes distributeurs ». Et on se rend compte que ces distributeurs vendent déjà les produits sur les marketplaces sans leurs accords, avec du contenu qui n'est pas adapté, des visuels pas adaptés, des pratiques tarifaires qui sont n'importe quoi, et qui ressortent avant les produits de la marque sur Google, parce qu'Amazon a un meilleur référencement. Donc il y a de gros enjeux par rapport à ça. Et donc ensuite, on vient intégrer la solution. Donc si c'est pour l'intégrer en mode normal, on va donc faire tous les travaux de connecteurs avec les solutions qu'il faut intégrer, un ERP, un WMS, un prestataire logistique spécifique. On va faire tout ce qui est intégration du catalogue produit, comme vous le disiez Vincent tout à l'heure. Donc on peut le faire par plusieurs sources. Ça peut être depuis votre ERP, ça peut être depuis un site marchand, ça peut être depuis des annonces que vous avez publiées sur des marketplaces, bien entendu par des fichiers à plat. Et après, l'idée, c'est qu'on enrichisse avec vous le catalogue, qu'on câble les marketplaces qu'on a ciblés ensemble. Vous ouvrez les comptes, on les câble. On fait les tests de publication. Et puis ensuite, quand on a testé que tout fonctionne, les remontées de commandes, etc., on diffuse l'exhaustivité des catalogues produits sur un par un l'ensemble des canaux marketplace que vous avez choisis. Et ensuite, on passe en phase de suivi. Donc chez Market Invaders, chaque client a un chargé de compte dédié. Il y a Marianne qui est parmi nous ce soir, vous pourrez discuter avec elle tout à l'heure, et qui de manière proactive donc, a son portefeuille client et définit avec chacun d'entre eux une fréquence d'échange, à minima une fois par mois, pour faire le point sur les performances.
donc travailler les taux de publication. Ça, c'est une notion qui est très importante sur les marketplaces, a fortiori si vous avez des gros catalogues produits. On a des outils qui permettent de voir en direct les taux de publication, et surtout, on s'est embêté à traduire tous les messages d'erreur issus des marketplaces pour que vous puissiez les corriger et avoir donc un maximum de références en ligne pour optimiser le chiffre d'affaires potentiel. Donc elle vous aide à faire ça, elle vous propose de nouveaux canaux à adresser, elle vous propose de nouvelles fonctionnalités. Bref, l'idée c'est de vous accompagner pour que la relation soit toujours vertueuse, parce qu'après on n'en parle pas ici, mais je pense qu'il y aura des questions, on pourra en parler après. Notre tarification, elle est également basée sur la mise à disposition de l'outil que sur de la performance. Donc ça peut être en termes de chiffre d'affaires généré ou de nombre de commandes, mais l'idée, en fonction de la typologie ou du panier moyen, mais l'idée c'est qu'on soit vraiment dans une relation qui soit, j'aime pas trop ce terme, mais gagnant-gagnant à la performance. Et donc je finis, pardon, j'ai été long, avec un dernier slide sur l'offre conjointe. Donc là, tout ça, on vous a effectivement expliqué l'intérêt. Là, l'idée, c'est que si vous devez le retenir, si vous avez un intérêt aujourd'hui à un projet de refonte ERP, sachez que ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, donc le partenariat qu'on a développé avec Cegid, on a donc développé un connecteur qui a été labellisé par Cegid, qui a passé tous les tests de robustesse, de ce que vous voulez. Et donc l'idée, là, c'est vraiment de vous dire, aujourd'hui, sur le marché, il n'y a pas d'autres solutions qui permettent d'être réellement multicanal. On a parlé d'omnicanalité. Avec la solution conjointe, vous pouvez adresser des canaux physiques, des ventes sur votre site marchand, en B2B, en B2C, et des ventes sur les marketplaces. Il n'y a pas d'autres offres sur le marché qui le proposent. Aujourd'hui, vous avez d'autres ERP qui vont vous dire on peut adresser vos ventes sur un site marchand. Aucune ne vous permettra de synchroniser l'ensemble des ventes sur tous ces canaux. Voilà. Donc, si vous avez des enjeux par rapport à ça, parlons-en après. Voilà. Merci beaucoup. Le meilleur pour la fin. On va essayer. Guillaume, donc, je vais te laisser te présenter, qui va nous faire un retour d'expérience sur, justement, un des premiers clients qui a compris l'intérêt de cette solution conjointe. Donc, c'est une solution qui est très récente. Le connecteur, il a un peu plus d'1 an. Donc, on a pas mal de clients qui sont en intégration. Et là, on a fait le choix de vous faire un premier retour d'expérience sur un des clients qui utilise la solution conjointe depuis un moment. Et donc, Guillaume, je te laisse... Merci. Je te laisse le faire. Merci. Je vais essayer de vous montrer que tout ce qui a été dit, c'est pas que des belles paroles. Ça se concrétise par des beaux projets. Pour rapidement vous présenter Appsia, nous, on est un peu le chaînon manquant pour réussir votre transformation digitale. Traditionnellement, on appelait ça un intégrateur. Nous, on préfère parler de one-stop shop digital. Désolé pour l'anglicisme. C'est-à-dire qu'on est le guichet unique en fait, pour une entreprise pour répondre à tous ces enjeux de transformation digitale, que ce soit à travers la finance et des solutions ERP, la data, la supply chain, même en créant des apps personnalisées. Et donc ce travail-là qu'on fait chez Appsia, ça va permettre à nos clients d'automatiser leur processus, vraiment de gagner du temps. Parce que quand on est une PME, on va travailler, on va être en croissance, généralement au départ sur des fichiers Excel. On va effectuer des tâches redondantes et chronophages. Et nous, avec nos consultants qui sont des experts métiers, qui connaissent non seulement les solutions partenaires comme Cegid, mais aussi qui sont issus de la finance, du contrôle de gestion ou de la supply, ils vont aider les entreprises à leur faire gagner du temps, à automatiser leur processus. Et c'est vraiment ça qui va permettre d'accompagner la croissance des entreprises avec lesquelles on travaille. On parle de 100 clients actifs, donc ça va de la PME jusqu'au groupe du CAC 40, comme Téléperformance, Criteo, qu'on a accompagné quand ils faisaient quelques dizaines de millions de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, ils sont à 500 millions. Et bien sûr, des PME avec des offres comme Cegid, XRP Flex. Donc on est passé de solutions, comme le disait Norbert, où on va aller chez les entreprises sélectionner la meilleure solution dans un domaine d'activité, le meilleur logiciel de finance, le meilleur logiciel pour la supply. Et aujourd'hui, nous, on est spécialiste du cloud. On va sélectionner les meilleurs éditeurs pour leur plateforme cloud. Donc on travaille aussi avec Microsoft et SAP. Et sur le secteur des PME, on va adresser le marché avec Cegid XRP Flex.
Donc vous voyez que ça se concrétise aussi par une belle croissance à 2 chiffres, malgré les crises qui se succèdent. Alors pourquoi ? Parce que justement les entreprises, elles vont chercher dans ces situations à gagner du temps. Elles vont faire appel à des plateformes évolutives, scalables et ouvertes, comme Cegid XRP Flex. Donc on n'est vraiment pas dans du buzzword, nous on le vit au quotidien avec nos consultants. Et on va chercher des experts, des éditeurs comme Market Invaders sur des domaines spécifiques, donc en l'occurrence le e-commerce, pour compléter l'offre et la proposer à nos clients. Et ça se concrétise par une belle histoire. C'est l'histoire de Training Series, donc, qui est un peu l'exemple parfait de tout ce qu'on vous a présenté ce soir. Donc, Training Series, c'est une société qui est spécialiste du matériel pour le fitness, pour la musculation et la relaxation. Donc, c'est une société jeune, qui date de 2019, mais qui a connu une croissance extrêmement rapide. Donc, ils sont passés très rapidement de 1 million de chiffre d'affaires à aujourd'hui 5 millions de chiffre d'affaires. Et comme je vous l'ai expliqué, ça ne peut pas se passer avec des processus qui sont redondants et chronophages. Donc, on leur a proposé dans un premier temps la solution Cegid XRP Flex. Donc, on va créer ce qu'on appelle un core model, donc un cœur digital sur la finance, la comptabilité, pour leur permettre d'optimiser les processus de gestion de commandes, de facturation, sur les achats, les ventes, et bien sûr des outils aussi inclus dans Cegid XRP Flex qui permettent d'avoir des reporting et de faire de l'analytics. Et donc ce travail-là, il a été fait dans un premier temps pour leur permettre de structurer leur activité et de gagner du temps. Donc on verra à travers le témoignage en vidéo ce que ça a permis de gagner en temps une personne à temps plein. Donc Olivier Pantel, qui est le dirigeant de la société, on parle très bien, on le verra juste après. Et une fois qu'on a installé ce corps modèle, on a travaillé avec eux sur le développement de leur activité e-commerce, puisqu'ils n'ont pas de boutique physique. Donc on est sur du positionnement de matériel assez haut de gamme, mais qui se fait essentiellement en digital. Et pour cela, pour développer leur activité sur des marketplaces, donc aujourd'hui déjà 8 marketplaces et donc un site e-commerce sur leur site web, on a choisi avec Market Invaders de travailler avec eux sur cette optimisation-là pour leur permettre justement d'optimiser leur processus sur les plateformes de gestion des stocks notamment et d'achat, de facturation pour développer leurs ventes. Et on voit la progression en résultat à 2 chiffres et même des projets à l'avenir avec notamment 3 nouveaux canaux de marketplace qui sont prévus en développement. Donc ce que je vous propose, c'est de voir justement la vidéo du témoignage d'Olivier Pantel, qui est le dirigeant de la société, qui explique un peu aussi son retour d'expérience dans cette collaboration entre Apsia, Market Invaders et bien sûr Cegid. Merci. On peut interfacer, automatiser des flux, etc. Plus on économise du temps et on gagne en sécurité de transmission des données. Donc, nous, notre objectif, c'est d'avoir la structure la plus lean possible et tout ce qu'on peut automatiser, on l'automatisera. On peut ajouter des choses au fur et à mesure. On a fait un premier cahier des charges auprès d'Apsia, qui nous a proposé, je sais plus à l'époque, 2 ou 3 solutions. On a fait plusieurs rencontres avec des visios, avec l'ensemble des solutions qui nous ont été proposées. Et puis au final, ce qui nous a paru le plus pertinent comme solution, c'était la solution Cegid. Parce que cloud-based, donc relativement simple d'un point de vue implémentation, parce que nous on n'a pas de serveur et toutes ces choses-là, on voulait surtout une solution cloud qui soit simple à mettre en œuvre. Donc c'est des choses qui sont quand même plus simples à gérer, et puis on peut travailler à distance, et puis c'est beaucoup plus facile de gérer des solutions cloud. Là l'outil il est simple, et d'ailleurs on a intégré, puisque quand on a lancé l'outil on était toujours 3 ou 4, on a intégré depuis, on a doublé la taille de l'équipe, et tout le monde s'y est mis très bien. Tout le monde s'y est mis très facilement, et voilà, une fois c'était un outil qui est facile à utiliser au quotidien. Au fur et à mesure se posent des nouvelles problématiques, parce qu'on a des nouveaux partenaires, parce qu'on a des nouveaux besoins, et c'est ça qui fait que le cahier des charges évolue au fur et à mesure en fait. Mais la solution a été, je sais pas si ça vient de là le nom Flex, mais
La solution a été hyper flexible pour répondre justement à ces évolutions. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on demande et puis on aura une réponse positive. Cegid nous a conseillé Marketing Invaders parce que l'outil était déjà interfacé avec Cegid. Et ça, pour nous, c'est un plus aussi considérable puisque la partie gestion des marketplaces devenait de plus en plus importante. Puisque plus on fait de ventes, plus il y a de flux à traiter. Donc, création des commandes, etc. Et là, tout le flux est désormais automatisé, c'est-à-dire qu'avec un point central, Marketing Invaders, on gère l'ensemble de nos marketplaces. Et ça, c'est un gain de temps qui est considérable. On a gagné le temps de travail d'une personne à temps plein, en gros, juste en utilisant Marketing Invaders couplé à Cegid. Mais nous, c'est vraiment sortir des rapports pour de l'analyse dans la foulée et prendre des décisions concrètes tout de suite. C'est aussi l'intérêt de le faire en partenariat avec Appsia, puisque Appsia nous accompagne dans l'ensemble des développements, dans l'ensemble de la mise en place des interfaces. Pour nous, Appsia, c'est une DSI externalisée en fait, parce qu'on les utilise sur la solution Cegid, mais aussi sur plein d'autres sujets. Voilà. Donc, bon, on espère que le témoignage a été suffisamment clair. On en a d'autres. On pourrait y passer du temps, mais c'est pas l'objet non plus. On peut répondre à vos questions si vous en avez maintenant. C'est le temps qui est réservé pour ça. Je vous laisse la parole. Il y a un micro qui doit arriver là. Bonjour. J'ai pas très bien compris ce que c'était que Aspien, c'est ça? En fait, un éditeur comme Cegid, il propose une solution, il va développer la solution, la plateforme cloud Cegid XRP Flex. Et nous, en fait, ils ne vont pas implémenter la solution chez le client. C'est-à-dire qu'ils vont faire appel à des partenaires intégrateurs comme Appsia. Et notre travail à nous, avec des consultants, c'est d'accompagner le client dans la mise en place de la solution, le suivi, la formation des utilisateurs, pour qu'ils puissent s'approprier l'outil de manière efficace et que leur processus, quand on parle de processus parfois complexes ou spécifiques, donc ça va demander un travail avec des experts métiers qui connaissent à la fois la solution XRP Flex, mais aussi le métier du client. Et donc nous, on accompagne le client dans cette mise en place. Souvent, en plus, dans les PME, on n'est pas sur des profils qui ont forcément une maturité SI, donc sur des logiciels informatiques. Donc il y a besoin d'une expertise extérieure. C'est pour ça qu'Olivier Pantel parlait de DSI externalisé. Eux, ils sont que 9, donc ils n'ont pas forcément de poste attitré d'un DSI, d'un SI, comme dans une grosse entreprise où on a tous ces postes-là à disposition. Donc là, il y a un vrai intérêt de la part de ces entreprises-là à faire appel à des acteurs comme Appsia. D'accord, merci. Mais par exemple, sur l'entreprise qu'on a vue juste avant, Training Effect, c'est ça? Training Series. Training Series, pardon, j'ai un problème avec les noms. Tout est corrélé, c'est-à-dire que Training Series a les 3 modules, par exemple? Alors, ils ont donc la solution XRP Flex, avec les modules notamment. Donc, il y a une version standard d'XRP Flex qui inclut les processus les plus standards du marché sur la finance, la comptabilité. Donc, ils ont ces parties-là. Ils ont aussi la partie gestion de stock, gestion des commandes, achat et vente. Et sur la partie e-commerce, on va compléter l'offre donc sur un sujet, un métier spécifique qui est le e-commerce, et on associe Marketing Invaders qui a un connecteur et qui va travailler la partie e-commerce avec le client pour déployer ces produits sur les marketplaces, automatiser tous les flux liés à cette activité e-commerce. Merci. C'est vraiment un complément naturel, c'est-à-dire que dans la logique de cet ERP composable que j'ai beaucoup développé tout à l'heure, on est finalement sur une colonne vertébrale du système d'information qui est incarnée par cet ERP, mais on voit que finalement chaque entreprise est très différente en fonction de son secteur d'activité, et que de fait le rôle du partenaire de proximité, cet intégrateur, c'est justement de faire le bon choix des briques qui vont être nécessaires à cette organisation par rapport à son secteur, par rapport à son niveau de maturité à l'instant T, qui pourra être très différent dans 2 ans, dans 5 ans, et peut-être qu'on challengera les choix qui ont été faits au départ,
Mais cet accompagnement-là, il est vraiment pertinent et important pour vraiment composer l'ERP sur mesure par rapport à cette situation de cette entreprise. C'est pour ça que nous, on accompagne des entreprises parfois sur des dizaines d'années, parce qu'en fait, surtout sur les PME, en fonction de leur développement, en fait, l'avantage de la solution aussi, c'est qu'on peut activer des briques, c'est-à-dire qu'on ne va pas payer, comme des grosses plateformes comme Microsoft ou SAP, on ne va pas payer parce que, voilà, on parle par exemple sur Microsoft de 40 000 € de licence annuelle, de prix de départ. Donc une PME ne peut pas se permettre d'avoir ça. Donc la solution XRP Flex permet d'activer en fonction du développement les modules nécessaires à sa croissance. Donc c'est vraiment le gros avantage d'une plateforme comme Cegid, qui est extrêmement performante et qui peut permettre à des entreprises de 9 salariés de se doter d'outils très puissants. Bonjour, Laurent Jean, Copywriting AI. La semaine dernière, en fait, on a organisé donc, avec Medinsoft un événement sur tout ce qui était SEO et SEA. Et on s'aperçoit en fait que les marketplaces, du coup, c'est vraiment en fait des canaux de vente supplémentaires par rapport à ce qu'on disait, le site du e-commerçant. Par contre, en fait, on a toujours la problématique de création de contenu que Google va en fait dévaluer parce qu'ils sont trop dupliqués d'une marketplace à une autre. Et en fait, le but du jeu, on va dire, pour chaque commerçant, c'est d'être premier sur chacune des marketplaces avec un contenu qui va être pertinent. Donc aujourd'hui, en fait, on a des outils d'intelligence artificielle qui permettent de faire ça. Comment, en fait, dans votre outil Marketing Invader, vous pouvez donner la possibilité, parce que j'ai vu qu'il y avait tout un traitement automatique avec DeepL pour pouvoir traduire automatiquement, mais est-ce que le client final, enfin, le client, a la possibilité de modifier, en tout cas le SEO, puisque c'est lui qui va un petit peu sauter au plafond, a la possibilité de modifier ses contenus? Oui, tout à fait, bonne question. En fait, dans Marketing Invaders, vous avez un module PIM, donc c'est Product Information Management, donc c'est un module qui vous permet de gérer votre catalogue produit. Donc soit vous avez une description qui est unifiée pour chacun de vos produits, pour toutes les marketplaces, soit vous souhaitez avoir une vision un peu plus fine, justement, et vous souhaitez différencier les descriptions, les images, etc., parce qu'on ne parle pas de la même manière à un client sur eBay que sur Galeries Lafayette, par exemple. Donc le système intègre ce module-là qui sert à ça. Et puis par ailleurs, on est connecté, vous l'avez dit, à des systèmes de traduction qui sont efficaces comme DeepL, mais aussi d'autres systèmes. On a des clients qui sont des distributeurs, et pas forcément des marques, qui ont du stock, mais qui n'ont pas accès à cette donnée type description, produit, etc. Donc on leur permet de se connecter à d'autres systèmes, des bases de données énormes, si vous voulez, qui récupèrent automatiquement la description, les photos, sur base d'un EAN. Donc ça ne répond pas à la question de se différencier, mais ça répond quand même à la question de dire j'ai ce qu'il me faut pour diffuser sur les marketplaces. Et après, pour différencier, voilà, ça c'est propre à l'entreprise de savoir si elle veut le faire ou pas, s'ils sont suffisamment équipés en termes de ressources humaines ou même d'outils pour... Là, clairement, avec l'intelligence artificielle, on peut faire en 5 minutes. Alors, voilà. C'est comme pour la traduction automatique, on peut faire beaucoup de choses, mais souvent, ce qu'on recommande, c'est qu'il y ait quand même une validation humaine derrière pour vérifier ce qui a été fait, pour voir si ça a été bien fait, si ça matche bien. Et nos clients, jusqu'à présent, ceux qui performent le mieux, souvent, prennent le temps, justement, de revoir ce qui est fait automatiquement. Ils s'équipent pour gagner du temps, mais après, ils font cette revue qui est obligatoire quelque part quand vous voulez performer ou surperformer. Parfait. Et juste pour compléter très rapidement, vous évoquez, en fait, on ne l'a pas dit, mais il y a 1000 raisons d'aller sur les marketplaces. La principale, c'est bien sûr d'aller exploiter le potentiel de vente, mais il y a beaucoup de marques de distributeurs qui ont compris qu'avec des investissements inférieurs à du référencement payant, par exemple sur Google, ils obtiennent de bien meilleurs résultats en termes de visibilité, en termes d'image de marque, en allant adresser certaines marketplaces avec des budgets limités, ils obtiennent de bien meilleurs résultats que certains budgets qui pourraient allouer à du référencement payant. Oui, complètement. D'ailleurs, en fait, tout vient s'imbriquer, en fait. Les utilisateurs ils ont déjà la carte bleue lorsqu'ils sont sur Amazon ou sur d'autres marketplaces. Et là, il est là l'intérêt. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ah, il y a besoin de micro en haut. Et en attendant, j'en profite le temps que voilà. Là, il y a un QR code. N'hésitez pas à le scanner. C'est un jeu. Vous allez pouvoir gagner peut-être beaucoup d'argent.
ou en tout cas nous faire un retour sur ce qu'on vous a présenté, et voilà. Et ça nous ferait plaisir que vous nous disiez ce que vous en avez pensé. Du coup, j'avais juste une petite question. Au niveau des KPI de vente sur les différentes plateformes que vous réunissez sur Market Invaders, tout remonte au même endroit? Au niveau des taux de clics, par exemple, sur les produits, des ajouts au panier, tout ça, tout est centralisé ou il faut aller sur chaque plateforme pour voir les différents KPI? Très bonne question. Donc, l'idée de Market Invaders, c'est bien ça, c'est d'avoir un seul back-office, une seule solution où toutes les données sont centralisées pour que vous n'ayez pas la nécessité d'aller toutes les 2 heures vérifier si vous avez reçu un message sur Amazon, sur Back Market, sur Leroy Merlin, etc. Donc le but, c'est que vous vous concentriez sur votre activité et que vous ne occupiez pas justement de ces problématiques techniques, soit d'interconnexion de système, soit le fait de dire je suis sur 10 canaux, mais il me faut 10 dashboards. Tout est centralisé dans un dashboard justement qui est intégré. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on est des concepteurs de systèmes d'information à la base. Donc on aime bien les questions, notamment celles de nos clients ou de nos prospects, parce que souvent ils ont des bonnes idées et on est amené à développer des solutions quand il y a une question qu'on n'a pas encore adressée. Donc n'hésitez pas, on est preneurs. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, je crois qu'il n'y a pas eu encore de gagnant, on n'a pas eu encore le bip là, donc Bruno, tu as joué? Bon voilà, si on a fait le tour, je voulais remercier nos partenaires qui sont ici. On vous a rajouté les noms et prénoms des gens qui sont présents, comme ça ce sera plus simple pour entrer en matière dans le village partenaire. Avec donc Viola Turati pour Cdiscount qui est présente ici. DPD, toute l'équipe en plus d'Audrey qui n'a pas pu venir aujourd'hui, Cédric Lodovecchi d'ASD, et puis Synertic avec Bruno Doussin et Florian Tournière. Voilà. C'est bon pour vous? Bon, je vous propose d'aller tous... de nous retrouver au village partenaire, et en fait c'est juste là, c'est pas bien loin. Merci.